Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien, dans cette nouvelle conversation. Aujourd'hui, je suis avec un invité très particulier parce qu'il change radicalement de ce qu'on a l'habitude de voir chez les coachs, chez les accompagnants dans nos secteurs. Je suis avec Raphaël Certain. Raphaël, bonjour, bienvenue dans cet entretien, dans cette interview. Je suis très content de pouvoir te parler. On s'est croisés la première fois chez Gwendoline à Toulouse, chez Gwendoline Meyer quand elle avait organisé son événement. On n'avait pas eu le temps d'assez se parler, il y avait trop de gens, c'était trop compliqué. Puis moi, j'étais complètement crevé après 3 jours d'event. Et il n'y a pas longtemps, j'ai quelqu'un qui m'envoie un message en disant il faut absolument que tu lui parles. J'ai dit vas-y, D'accord. d'accord, on le fait. Je vais lui parler, je vais faire cet entretien. Je suis ce qu'il fait de loin depuis un moment. Et maintenant, je suis très content de pouvoir échanger avec toi. Donc, bienvenue. Bah écoute, merci à toi de me proposer cet échange. En tout cas, ça me fait énormément plaisir. C'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps d'échanger tous les deux, mais j'étais aussi intéressé par ce que tu faisais, par ton approche et ce côté-là un peu plus authentique peut-être que tu mets en avant par rapport au, on va dire, au coaching qu'on a l'habitude de voir avec tout le marketing derrière. Mais donc, je suis super content d'avoir cet échange avec toi. Pareil. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, un peu de ton parcours, de ce qui t'a amené à accompagner des personnes aujourd'hui, nous parler surtout de ton approche qui est très particulière, parce qu'on va enfin pouvoir le révéler aux gens, tu as une approche qui est très basée sur les neurosciences, puisque c'est ton domaine de prédilection. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tout ça, nous raconter comment tu en es arrivé là, et ensuite comment ça s'imbrique dans ton travail? Ok. Euh, Bah, déjà, je pense que c'est important de dire que j'ai 21 ans, donc je suis assez jeune et ça fait pas énormément de temps que j'entreprends, ça fait à peine 3 ans. Et en fait, j'ai commencé à faire des études de biologie au tout début. Je suis parti de Toulouse pour aller étudier en Bretagne. J'étais très intéressé par le comportement des mammifères marins, donc pas grand-chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui, si ce n'est que j'avais cet intérêt pour le comportement, comprendre comment ça fonctionne en fait. Comment est-ce que des animaux peuvent avoir des sortes d'intuitions qu'on n'explique pas? Tu vois, comment est-ce qu'ils arrivent à migrer d'un pôle à l'autre de la planète sans l'avoir appris, tu vois. Toutes ces choses-là, en fait, ça me passionnait. C'était des choses un petit peu euh, inconnues, un peu, on pourrait même qualifier de mystiques. Mais en fait, petit à petit, je me retrouvais plus trop dans la façon dont j'apprenais la biologie et je commençais à entreprendre à la fac, à mener différents projets, à pitcher des idées. Et donc, j'ai rencontré des gens. Je me suis aussi découvert vraiment cette passion-là pour les neurosciences. Et lors de ma dernière année de licence, je suis parti au Canada et je commençais déjà un peu à entreprendre quelques mois avant. Et en arrivant au Canada, en fait, j'ai découvert un monde entrepreneurial qui a rien à voir avec ce qu'on connaît en France. Et j'étais époustouflé, j'étais vraiment ébloui, comme si tu mets un enfant à Disneyland, tu vois. C'était vraiment cet effet-là où j'arrive dans un monde où les jeunes, ils entreprennent depuis qu'ils ont 10 ans. Quand tu es entrepreneur et étudiant à la fois, c'est totalement normal. Alors que quand tu fais ça en France, tu n'es pas du tout aidé et tu es un peu pris pour un extraterrestre. Donc ça faisait du bien de se faire challenger, de se faire pousser, d'être entouré de personnes qui avaient le même état d'esprit que moi. Et donc directement, en fait, en arrivant au Canada, j'ai fait cette passerelle entre la biologie et les neurosciences. Comme je pouvais choisir tous mes cours, je me suis vraiment spécialisé dans les neurosciences. Et j'ai commencé à m'investir dans un projet de start-up. Donc, c'était pas moi le porteur de projet, mais j'ai commencé à, on va dire, y aller progressivement. Ce qui m'a fait rencontrer énormément de personnes, dont mon associé sur la première start-up que j'ai lancée quand j'étais au Canada, qui était dans les nouvelles technologies, où l'objectif, c'était vraiment d'aider les employés à trouver un job qui était sur mesure, de manière à augmenter leur épanouissement au travail. Donc, c'était plus de recruter une personne par rapport à l'emploi qu'on propose, mais adapter l'emploi sur mesure par rapport à la personne qu'on va recruter. Donc, on utilisait l'analyse linguistique des textes grâce à différents algorithmes d'intelligence artificielle et tout ça. Donc, nous, notre cible, c'était vraiment les entreprises avec les départements RH et recrutement. Donc, j'ai énormément appris avec ça. Mon associé était vraiment beaucoup plus expérimenté. Il avait presque 50 ans, donc il m'a mentoré, entre guillemets, et il m'a vraiment aidé à découvrir ce monde startup que je connaissais pas du tout. Et petit à petit, je me suis découvert aussi cette passion-là pour le coaching. Je me faisais coacher avant même d'entreprendre, donc à 19 ans, pour des raisons un peu différentes que l'entrepreneuriat, mais parce que j'avais envie d'être plus confiant, j'avais du mal à communiquer, dans mes relations, ça allait pas énormément. Donc j'avais cette envie-là d'être plus ancré, tu vois, d'avoir plus de contrôle sur ce que je vivais, sur comment est-ce que je qu'est-ce que je renvoyais aussi à l'extérieur, ma façon de communiquer, toutes ces choses-là. Et en fait, à un moment, je me suis dit, ben,
j'adore ça en fait, coacher. J'adore aider les gens, j'ai ce côté-là neurosciences, ce côté-là aussi startup, que j'ai envie de mélanger. Et c'était comme faire une recette avec plusieurs choses qui existent, mais faire quelque chose qui n'existe pas, tu vois. Donc, c'était pas évident. Et c'est vraiment qu'aujourd'hui, en fait, que j'arrive à trouver cette synchronie entre les startups et le coaching dans ce que je fais aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on accompagne les entrepreneurs à accéder à leur potentiel le plus profond, physique, cognitif et psychique ou spirituel, grâce aux neurosciences, grâce au biohacking, de manière à ce qu'ils aient vraiment un impact massif dans leur environnement. Tu peux expliquer, pour ceux qui nous écoutent, un peu plus ce que c'est les neurosciences, ce que c'est le biohacking, et ensuite nous Ouais. dire du coup comment ça s'inscrit dans ton activité avec les entrepreneurs, c'est-à-dire des exemples de ce que tu fais avec eux et qui peut changer leur vie. Ça n'a pas besoin d'être un Mm. cas particulier que tu as vécu récemment, mais de manière générale, pour qu'on puisse un peu mieux se mettre dedans, parce que moi je vois un peu ce que c'est, mais je suis pas sûr que toutes les personnes qui nous écoutent sachent, donc on puisse Mm. les aider à rentrer avec nous dans le sujet. Ouais. Alors, les neurosciences, c'est un mot qui est extrêmement large, qui veut tout simplement dire l'étude du cerveau. Donc, dans les neurosciences, t'as plein de niveaux d'études différents. Tu as le niveau biologique, le niveau moléculaire, le niveau physiologique, le niveau cognitif. Et au sein de tous ces niveaux-là, il faut savoir que les neuroscientifiques sont généralement spécialisés sur un niveau d'étude. Ouais. Et donc, ils n'ont pas forcément une vue d'ensemble sur comment fonctionne à différents niveaux une fonction, par exemple. Par exemple, pour la mémoire, il y en a qui vont dire que tu as certains récepteurs au niveau des cellules qui vont faire que ça va modifier euh, l'expression de ton ADN. Donc, ta mémoire va s'ancrer vraiment dans ton ADN. Puis, les neuroscientifiques qui sont focalisés sur le cognitif vont te dire que eh bien, c'est plutôt l'hippocampe qui est impliqué dans la mémoire. Mais du coup, ils sont tous séparés. Et l'enjeu vraiment des neurosciences aujourd'hui, c'est réussir à avoir une vue d'ensemble de comment est-ce que fonctionne une fonction, mais à tous les niveaux, si on veut vraiment la comprendre. Et moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'en fait, on a une quantité incroyable d'informations en neurosciences qui est théorique, qui est dans les articles de recherche, sur les sites comme PubMed ou NCBI et tout ça, où on peut retrouver vraiment des recherches. Sauf que c'est théorique et ça reste entre chercheurs. Alors que tout le monde a un cerveau et tout le monde devrait savoir comment fonctionne son cerveau. Et mon but à moi, c'est de chercher, de trouver ces informations, de, entre guillemets, les vulgariser et leur permettre d'être appliquées au monde réel, à l'optimisation de son bien-être, de ses capacités cognitives, de toutes ces choses-là qui font qu'en fait, on est une meilleure version de nous-mêmes, qu'on atteint un potentiel qu'on ne soupçonne pas, mais qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais qu'on a perdu de par la culture, l'éducation, notre hygiène de vie, voilà, les habitudes et tout ça, et qu'on n'a jamais appris à l'école. Donc en fait, toi, tu fais le travail, tu vas mettre la tête dans les publications scientifiques de neurosciences qui, pour le commun des mortels, moi y compris, c'est imbuvable, c'est illisible, on comprend rien. Et C'est en anglais en plus. qu'est-ce que je peux ressortir de ça qui est directement applicable chez mes clients et qui peut changer quelque chose dans leur vie? Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il y a plein de choses que j'apprends en cours, hein. Là, je suis en master de neurosciences à Bordeaux en ce moment. Donc, il y a plein de choses que j'apprends en cours. Et la dernière fois, j'étais effaré parce qu'on a un cours sur comment fonctionne la mémoire. Et si tu avais vu comment est-ce que la prof nous enseignait le cours, tu te demandais si elle avait lu son cours, tu vois. Elle était assise à son bureau et elle lisait mot à mot son cours. Alors que tu sais que si tu veux améliorer ton potentiel de mémorisation, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut que soit il y ait une petite partie de stress de manière à ce que eh bien, tu aies certains neurotransmetteurs qui soient produits en plus grande quantité. Parce que tu as par exemple la noradrénaline qui va faciliter derrière la mémorisation, mais tu ne peux l'avoir qu'avec une petite quantité de stress ou de l'activité, ou alors eh bien, une, un plaisir intense à faire ce que tu fais, tu vois. Sauf que quand tu écoutes ton prof lire mot à mot son cours, c'est zéro, quoi. C'est 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 rigolo parce que tous ces concepts-là, nous, on les utilise énormément dans la vente, dans la persuasion. Et on les enseigne à nos clients, c'est de comprendre le fonctionnement du cerveau, en fait, si tu veux, entre le cerveau reptilien, le cerveau limbique, c'est ça le midbrain, ouais. euh, et le néocortex, et de te dire qu'en Mm. fait, quand toi, tu essaies d'expliquer quelque chose à quelqu'un, de lui transmettre quelque chose, toi, tu parles avec le néocortex, donc celui qui produit des idées complexes, qu'il faut analyser, etc. Sauf qu'en Mm. face, c'est d'abord filtré par le cerveau mammifère, quoi. Et donc, concrètement,
si c'est pas nouveau, dangereux, excitant, en mouvement, etc., le cerveau, il fait ni combat, ni fuite, ignoré. C'est ça. Et ça, c'est ouf quand tu le comprends, Gab. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a un ordre, un ordre par lequel l'information va passer dans ton cerveau et va être traitée avant qu'elle arrive à ton conscient. Tu vois? Donc, on va dire, ça va passer par le thalamus, l'hypothalamus, l'amygdale, qui sont impliqués dans tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est réactif et reptilien, comme tu le disais. Et ça va faire qu'en fait, le signal que toi, tu captes par tes sens, qui par nature est neutre, va être interprété par ton conditionnement émotionnel au niveau de ton système limbique. Ouais. Et ce que tu vas capter, toi, c'est déjà une information qui est biaisée de par ton conditionnement émotionnel et la valeur émotionnelle que tu as associée à la situation qui t'est présentée par ton passé, tes expériences, etc. Et donc forcément, c'est beaucoup plus catchy, toutes les émotions que tu as énoncées avant, et c'est ce qui est capté, on va dire, en premier, parce que ça a plus de potentiel de menace, tu vois, ou d'influencer ton environnement physique. Donc, le rationnel, ça vient que dans un second temps, parce que quand on capte consciemment l'information, c'est juste à la fin du traitement. Ouais. Et quand on n'a pas conscience de ça, eh bien, on n'a pas conscience que tout est perception et qu'on peut modifier nos perceptions pour modifier notre environnement. Ça, c'est vraiment super important. Je vois tout à fait du coup comment cette partie des neurosciences, j'arrive très bien à voir comment elle s'applique dans la Mm. vente, dans la communication, dans les échanges avec autrui, dans le fait de ce que tu fais paraisse plus désirable, ou même toi en tant que personne, etc. Par contre, je ne vois pas comment l'appliquer à la vie courante des entrepreneurs. Mm. Comment tu fais, toi, par exemple? Sur quel point tu agis avec ces informations-là? C'est une super question parce que, en fait, des fois, je conscientise des enseignements que je transmets, mais j'oublie de regarder aussi qu'est-ce que moi j'applique en fait. Qu'est-ce que je fais inconsciemment que je trouve normal, mais que en fait la plupart des gens peuvent ne pas faire. Parce que moi j'ai les infos et que c'est devenu mon truc, quoi. Bah, déjà, ce côté-là de savoir que tout est perception et que rien n'est réalité, qu'on a tous une réalité qui nous est propre, c'est la base en fait. C'est déjà la base. Parce que tu réagis plus par rapport à l'environnement, tu y réponds et tu l'influences. Et donc en fait, tu crées le futur, tu vois. Parce que tu sais ce que tu vas ressentir. Ton conditionnement émotionnel est influencé par tes pensées, que tu peux modifier tes pensées, donc tu peux modifier ton conditionnement émotionnel. Donc ce qu'on appelle en fait spirituellement le niveau vibratoire, c'est juste la résultante de tes émotions, qui va derrière créer des choses en cohérence avec ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans notre quotidien? Par exemple, si on prend les peurs, tu vois? Les peurs, en fait, dans le coaching, c'est vraiment, c'est le nerf de la guerre, en fait. Quand on sait que, une fois que tu élimines, toutes les peurs que tu as, tu es entre guillemets «limitless» et tu peux faire tout ce que tu veux, bah, autant s'attaquer à ça directement. Donc quand tu prends conscience de ça, en fait, les peurs, elles sont vraiment ancrées dans ton système limbique, dans ton cerveau émotionnel, avec l'amygdale, l'hypothalamus et tout ça. Et donc, les neurosciences ont montré aujourd'hui qu'en fait, le simple fait de parler d'une situation qui te fait peur ou d'une situation passée qui t'a provoqué des émotions vraiment très négatives, qui t'a conditionné de manière à avoir peur de quelque chose, eh bien, le simple fait d'en parler, ça fait basculer l'info dans le cortex préfrontal et ça fait diminuer la valeur émotionnelle négative de la situation. C'est pour ça que le coaching fonctionne en fait. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas conscience de ça, mais le simple fait de le dire à voix haute, ça le fait sortir. Et donc, ça devient plus concret. On y met des limites, on y met des frontières. Et donc, on peut un peu plus toucher l'idée, tu vois. C'est hyper intéressant. Donc en fait, les personnes, elles vivent dans le passé ou dans le présent une situation qui est au niveau inconscient et qui génère une forte charge émotionnelle, qui peut être la peur ou d'autres choses. Ouais. Et toi, avec les neurosciences, tu as trouvé des moyens de reconscientiser tout ça pour que la charge émotionnelle sorte de l'inconscient, qu'elle soit dans le conscient et que tu puisses ensuite travailler dessus ou l'atténuer ou la changer ou faire évoluer les perceptions. Ouais, en fait, il y a vraiment plusieurs étapes. C'est ça. La première chose que je fais avec mes clients, c'est que je leur envoie un questionnaire. Pas un questionnaire pour les connaître,
mais juste pour qu'ils conscientisent toutes les épreuves de leur vie, Mhm. vraiment de manière très précise, et tout ce que ça leur a fait ressentir, pour que tout ça soit extrêmement clair. Et une fois que c'est clair, ils savent sur quoi mettre leur attention, sur quoi on va travailler. Parce que tant que tu n'as pas défini ta cible, tu ne peux pas tirer. Et donc, forcément, le fait de mettre tout ça au clair, déjà, ça va. Le simple fait de l'écrire, il y en a qui pleurent parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Et c'est extrêmement simple, mais ça les fait pleurer. Et derrière, bien forcément, ça va les aider à avoir de la clarté sur qui ils sont. Et c'est la première étape. Si tu n'as pas de clarté sur qui tu es, ça ne sert à rien d'aller mettre en place des stratégies marketing ou de chercher à avoir plus confiance. Tu n'auras pas plus confiance si tu ne te connais pas. C'est impossible. Et tu n'atteindras pas un niveau d'éveil spirituel si tu ne te connais pas en profondeur. Et ton niveau d'éveil spirituel sera en cohérence avec ton niveau de connaissance de toi. C'est hyper intéressant parce que ce travail-là, je l'ai fait moi il y a 3 ans maintenant à peu près, deux, Ok. trois ans. Et je me rappelle effectivement de ce truc. J'ai fait toutes ces étapes et c'est un travail que je refais régulièrement chaque année sur Mm. moi-même, ou avec mon associé ou avec des coachs, hein, parce que je suis coaché toute l'année de toute façon. Ouais. Et effectivement, ça secoue, mais c'est surtout que ça change tes perceptions de façon complètement radicale. C'est à l'impression que tu redécouvres le monde extérieur comme un jeu et comme un Ouais. nouveau jeu, quoi. Et ah tiens, j'avais tort sur tout. On recommence du début. Et chaque année, j'ai cette impression. Et c'est ça qui est fou, je trouve. C'est de C'est savoir que, ouais, c'est en clair. changeant la perception du cerveau, tu peux tout rechanger à chaque fois. Mm. C'est Mais extraordinaire. c'est incroyable parce que, alors ça peut être très perturbant et quand tu fais ce travail, ça bouge, tu vois. Et je pense que c'est bien si on le fait tous, peu importe le niveau de réussite qu'on a. Parce que comme tu le dis, tous les ans, quand tu refais ce travail, tu te rends compte que tu en apprends encore plus sur toi et donc ça change. Et forcément, on s'adapte aussi au changement de l'environnement extérieur, du monde et des circonstances. Donc c'est ça qui est important aussi. Mais, euh, mais déjà, une fois que tu t'es libéré de ces peurs-là, une fois que tu sais quelles sont tes peurs, que tu peux les cibler et les attaquer, en fait, hein, les poursuivre, te confronter à ces peurs-là de manière à ne plus les avoir et te rendre compte que ce sont juste des perceptions erronées de la réalité, une réalité que tu te crées, euh, bah, tu augmentes tes possibilités. Comme tu dis, tu augmentes au final les jeux dans lesquels tu peux jouer. Tu as plus de cartes en main. Donc derrière, en fait, c'est à partir de ce moment-là, tu peux commencer à pousser le potentiel de certaines fonctions, le potentiel cognitif, le potentiel intuitif aussi, la connexion entre le mental et le cœur. Euh, parce que la plupart de nos bonnes idées, elles viennent pas du mental. Tu vois. Sauf que quand on est toujours dans notre tête à penser, on est coupé de notre intuition, de notre subconscient, et donc on ne donne pas accès à cette partie génie qu'on a tous en nous d'émerger. Et au final, la finalité vraiment de ce que je fais, c'est vraiment ça, c'est dégager toute la merde qui t'empêche d'accéder à cette partie-là extrêmement puissante de toi, de manière à ce qu'il y ait une fluidité extrême entre ton intuition, le travail subconscient que tu fais, et ce que derrière tu arrives à concrétiser dans la matière. C'est hyper intéressant parce qu'on fait conscientiser les mêmes choses à nos clients, alors que nous, on a une approche complètement de marketing et pas coaching global, hein. Ouais. On apprend aux coachs à attirer des clients, c'est business, hein. Mmh. Et pourtant, on fait aussi ce travail avec eux. On va peut-être pas aussi loin que ce que toi tu fais, ça c'est certain. Mais c'est intéressant de voir que on le retrouve quand même à plusieurs endroits, dans plusieurs types de métiers, dans plusieurs types d'entrepreneuriat. Je trouve ça assez curieux. Tu parlais avant donc des neurosciences, comment ça s'applique à l'humain, mais par rapport à la recherche et tout. Je ne sais pas si tu avais suivi un peu le travail de Wim Hof. Tout à fait. Ouais. L'homme de glace. C'est le mec, pour ceux qui nous écoutent, c'est le mec qui détient tous les records du monde de nager sous la glace, rester dans des bacs de glaçons pendant 6 heures sans mourir, des choses comme ça. Le mec est assez extraordinaire avec un niveau de yoga et de compréhension de son corps et de son esprit qui est assez avancé. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que lui, ça fait des années qu'il dit oui, oui, ça marche, regardez, je le fais. Et très récemment, c'est quelques années en arrière, hein, c'est très récent, il a pris des gens, il les a formés à ça, il leur a fait faire la même chose, et ensuite il les a fait tester en laboratoire de ce qui était possible. Et en l'occurrence, lui, ils lui ont injecté des virus, et lui, en contrôlant son propre niveau d'adrénaline, il les a tués, les virus, et genre, c'est réalisé en labo, il y a des preuves scientifiques de ça, quoi. On peut le faire. Mmh. Euh, quelle est la limite si on en arrive là, en fait? Est-ce qu'il y a une limite
à ce que l'humain peut encore découvrir de lui-même et de ses capacités, de ses potentialités, quand on voit qu'il y a des mecs qui sont déjà capables de faire ça. Et là, on parle de Wim Hof, qui est un peu terre-à-terre biohacking, mais Mm. tu as des mecs comme Sadhguru qui prônent les mêmes choses. Que ce soit aussi bien des mystiques que des scientifiques que des yogis, tu en as plein qui prônent ça. Est-ce qu'il y a vraiment une limite à ce que le corps et l'esprit ensemble peuvent accomplir? Et surtout, pourquoi il n'y a pas plus d'humains qui s'y mettent? Alors, mon point de vue personnel, on va dire, c'est qu'il n'y a aucune limite à ça. Et que justement, et Tesla le disait, que l'objectif ultime de l'humain, c'est réussir à acquérir un contrôle parfait du monde matériel. Mhm. Et qu'à partir de là, derrière, il pourrait découvrir un monde immatériel qui lui sera accessible. Et en fait, moi, je suis absolument persuadé qu'il n'y a aucune limite à cette maîtrise-là. Derrière, bien sûr, il y a différents moyens technologiques d'y arriver, qu'il faudra certainement dans les années qui viennent encadrer aussi de manière qu'on reste dans quelque chose qui nous paraît éthique. Et entre guillemets, enfin, éthique, c'est toujours selon la période à laquelle on regarde aussi. Mais il y a énormément de gens en fait qui montrent ça. Il y a Joe Dispenza qui est un neuroscientifique américain que j'aime énormément, qui lui s'est lancé là-dedans parce qu'il a eu un accident de vélo, il me semble, et il a eu plusieurs vertèbres de cassées. On lui a dit qu'il ne remarcherait plus jamais, et il s'est mis à la méditation. Il s'est dit, grâce à la méditation, je vais reconsolider mon corps, le reconstruire. Donc il visualisait pendant des semaines et des semaines ses vertèbres se régénérer. Et puis au bout d'un certain temps, quand même, bah, il a réussi à remarcher. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il enseigne. Et dans ces séminaires, il y a des gens qui guérissent de plein de maladies, qui étaient bloqués depuis des années, et avec une seule méditation, comme ça, ils arrivent à s'en libérer. Alors comment on l'explique? C'est super difficile d'expliquer ça. Il y a plein de mécanismes physiologiques et que les neurosciences expliquent aujourd'hui, mais qui restent encore un peu annexes parce qu'il y a peu de scientifiques qui s'y intéressent concrètement. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans le monde académique aujourd'hui, euh, c'est très mental. Tu vois. Mhm. Oui. C'est difficile d'apporter des idées qui sont difficilement explicables avec des faits scientifiques, avec des mesures. Et quand tu parles de méditation, alors la méditation, ça devient de plus en plus admis et normal, mais si tu parles de sortie astrale, sortir du corps, tu parles de d'état de conscience altéré grâce à l'ayahuasca, la DMT, toutes ces choses-là, pour l'instant, c'est pris. Quand tu parles de ça, tu es encore pris pour un fou, tu vois. Et tu vois, j'avais un cours en master où on devait choisir un sujet qu'on présentait. Moi, j'ai choisi les sorties astrales. Et donc voilà, t'imagines un peu la tête qu'ils ont fait quand on a présenté Ouais, tout ça. j'imagine bien, ouais. Surtout quand je leur ai dit que j'avais un livre qui apprenait à faire ce genre de sortie astrale et qu'on pouvait tous le faire. Donc voilà, mais moi j'adore ça parce qu'en fait, quand tu mets un peu un coup de pied dans la fourmilière du monde académique normal, ce qu'ont fait tous les scientifiques qui ont vraiment innové, tu mets en avant des concepts nouveaux qui au début sont pris pour des conneries, mais en fait petit à petit quand tu t'y intéresses, tu te rends compte que tu apprends à les étudier. Peut-être pas avec les mêmes outils de mesure qu'on a aujourd'hui, mais tu en découvres des nouveaux de manière à mettre des frontières et visualiser un petit peu plus précisément un concept, une situation, un fait. Et donc tout ce côté-là avec les neurosciences de OK, comment est-ce qu'on guérit, comment est-ce qu'on atteint des niveaux de conscience qui sont extrêmement élevés, extrêmement poussés, euh, qu'on n'arrive pas encore à expliquer forcément aujourd'hui. Euh, le fait est que c'est là, il y en a qui le font. S'il y en a qui le font, c'est que ça existe. Et s'il y en a qui le font, ça veut dire que potentiellement tout le monde peut le faire. Il ne faut pas oublier en fait que la science d'aujourd'hui, c'est de la sorcellerie d'hier qu'on a réussi à expliquer, hein. Ouais, c'est clair. Comparer des aberrations aujourd'hui, peut-être qu'on va prouver que c'est faux et qu'on va en trouver une explication qui va nier effectivement ce truc-là et qu'on va dire ceux qui prenaient ça, c'était des illuminés. Et peut-être que ça va devenir la norme scientifique de demain aussi, en fait. On en a Mm. aucune idée à ce stade. Donc c'est vrai qu'à partir de là, autant explorer. Bah, c'est clair. Mais en même temps, comment veux-tu être scientifique si t'es pas curieux et si t'es pas ouvert d'esprit? Tu vois? Et le problème, c'est qu'il y a des scientifiques qui sont spécialisés dans leur domaine depuis tellement d'années qu'ils ont associé les connaissances du domaine à leur personne. Mmh. Et il y a un énorme problème d'ego qui se pose dans le monde scientifique. C'est que quand tu vas, toi, découvrir quelque chose qui va contredire
ton collègue qui est une autorité, qui publie dans des journaux qui ont un énorme impact, etc., eh bien, on va te prendre pour un fou et on va dire que ce que tu fais, c'est pas scientifique. Parce qu'en fait, l'ego est énorme, tu vois. Et franchement, je pense que dans le monde scientifique, des personnes que j'ai pu côtoyer, même dans le business, c'est dans le monde scientifique que l'ego il est le plus développé, tu vois. C'est vraiment très. En fait, c'est un gros problème, je pense, à la découverte de nouvelles connaissances et à, on va dire, au fait de repousser le potentiel humain. Parce que s'il y avait plus de scientifiques, plus ouverts et moins attachés à leur ego, on oserait se poser des questions qui aujourd'hui sont difficilement mises en avant. Hmm. Comment s'inscrit le biohacking dans ce que tu fais avec tes clients? Est-ce que tu peux expliquer le biohacking pour ceux qui ne connaissent pas? Bah, le biohacking, c'est très simple en fait. C'est le simple fait de connaître tellement parfaitement le fonctionnement de la biologie que tu peux accéder à ton potentiel, à ton plein potentiel physique. Donc être en pleine santé, avoir une énergie vitale débordante, mais surtout derrière, c'est à la base de ce qu'on va chercher au plus profond dans l'intuition, le travail subconscient. Parce que si déjà tu te sens pas bien physiquement, tu peux pas te sentir bien mentalement et spirituellement. Donc le corps, et je pense que c'est une grosse erreur de mettre le corps de côté quand on fait un travail sur soi, c'est vraiment à la base. Et il y a énormément de connaissances aujourd'hui en biologie, en physiologie, qui nous enseignent comment est-ce qu'on peut optimiser son énergie physique. Et le biohacking, avec l'exemple de Wim Hof, ça vient s'inscrire dans cette dynamique-là de tu as un potentiel énorme à l'intérieur de toi. Tu peux ne pas te contenter de juste te sentir normal, tu vois, mais aller chercher un état où tu te sens débordant, vibrant, où le fait de ne pas avoir d'énergie dans ta journée, ce n'est même plus une question, tu vois. Et il y a des gens qui se disent comment je fais, j'ai pas d'énergie, j'ai pas de motivation, j'ai un coup de barre après 14 heures. En fait, c'est juste parce que tu n'as pas appris à faire fonctionner ton corps, tu vois. T'as pas appris que il y a 1000 ans ou il y a 2000 ans, ils ne mangeaient pas 3 repas par jour. T'as pas appris que tu as besoin d'un état de stress et un état de, entre guillemets, confort, d'homéostasie pour que ton corps il arrive à avoir, avoir un bon système immunitaire et puis à s'adapter correctement et avoir cette capacité-là à shifter ton niveau d'énergie. T'as pas appris que aujourd'hui, eh bien, dans l'alimentation actuelle, eh bien, tu as une carence énorme en minéraux que tu ne peux pas combler avec les aliments parce que les sols sont appauvris par rapport à il y a 100 ans. Donc, tu dois prendre certains compléments alimentaires. Non pas pour devenir énorme, tu vois, et prendre des protes et tout ça, c'est pas du tout la question, mais combler tes carences en magnésium, combler tes carences en vitamine C, en vitamine D si tu habites en Bretagne, tu vois. Et Il y a, donc, en fait, c'est juste des connaissances de base. C'est du il y bon a sens, entre guillemets, qui te permet de te sentir bien et derrière d'accéder à un potentiel plein cognitif qui est de, plus avancé. il y a plein de choses qui sont sorties récemment justement sur les carences en magnésium et en vitamine D Ouais. de la plupart des humains sur Terre et la déficience du système immunitaire, le fait qu'ils tombent malades plus facilement, le fait qu'ils sont moins en forme et tout. C'est des études qui sont encore, enfin, c'est pas de grandes études publiques à grande échelle. Hein. Il faut aller fouiller chez les mecs qui sont un peu manque de peau, ils sont des caricatures d'eux-mêmes, donc ils perdent en crédibilité. Donc ces mecs-là, ils disaient, d'ailleurs, ils ont surfé sur tous ces trucs-là pendant la crise Covid pour vendre du magnésium, hein, en disant, il y a effectivement quand même une corrélation, à quel niveau, j'en sais rien, je ne suis pas médecin, entre le déficit en magnésium, en vitamine D, etc., et le fait de tomber plus facilement malade. Alors là, il parlait de la crise Covid parce que c'était le bon sujet, c'était facile, hein, mais de manière générale, grippe, rhume, et toutes ces maladies-là, en fait. Hein. Ouais, mais c'est clair. Et en fait, tout simplement parce que, on va dire, quand on est un moteur, et pour que le moteur fonctionne, il faut que tu lui mettes de l'huile, de l'eau pour que le moteur refroidisse, de l'essence. Tu as tous ces éléments. Et s'il manque de l'eau, ton moteur il va surchauffer. S'il manque de l'huile, ça va pas fonctionner correctement. Enfin, en fait, tous ces éléments, ils sont nécessaires au bon fonctionnement du moteur. Et plus tu les sous-estimes et moins tu entretiens ton moteur et moins il va fonctionner correctement. Et le système immunitaire, c'est juste un curseur par rapport au bon fonctionnement de ton moteur. Donc, si tu es malade, c'est parce que d'un côté, il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Alors, entre guillemets, on peut tomber malade, mais il y a certains types de maladies qu'on n'est pas censé choper si on est vraiment en bonne santé. Oui.
Et puis, la, la gravité de la maladie influe aussi selon la qualité de notre santé à la base. Donc, ouais, c'est sûr que pendant la crise Covid, il y en a plein qui disaient ouais, faut prendre du magnésium, faut ne pas se laisser en carence et tout. Et au final, c'est très bien, hein. Mais bon, c'est sûr, ils prêchent leur paroisse. Donc, d'un côté, ça peut un peu remettre en question leur objectivité sur la chose. Mais Je ne sais pas si tu as remarqué ça, je trouve ça un peu dommage. Et c'est Franck Lobvé qui l'a théorisé, un des seuls qui a mis un peu de pied dans la fourmilière pour dire ça. Il fait le problème de cette crise, c'est qu'à la fois elle est extraordinaire de gravité et de bénéfices de ce que ça peut apporter à l'humain. Le problème, c'est que le mec d'extrême gauche, il dit vous voyez, je vous l'avais dit, il faut être communiste, le système va s'effondrer. Le capitaliste, il dit vous voyez, je vous l'avais dit, on ne laisse pas assez faire le marché. Le coach, il dit vous voyez, je vous avais dit, il faut travailler l'humain. Le marketeur, il dit vous voyez, je vous avais dit, il faut avoir un tunnel automatique. Et en fait, chacun, sans exception, et moi je suis tombé dans ces dérives aussi, on l'a tous fait d'une manière ou d'une autre, on ne s'en rend même pas compte à force. On a utilisé une crise planétaire grave pour surfer et pour dire ça justifie ce que je disais depuis longtemps. hmm. Bah, parce que tu sais, il y a ce biais cognitif de venir renforcer ce qu'on sait déjà ou notre croyance, biais de confirmation. Donc, derrière, tout le monde l'utilise, c'est sûr. Il y a un biais de confirmation, il y a un biais d'antériorité, il y a plusieurs biais cognitifs à l'œuvre et c'est très intéressant de les décrypter. Il y a plein de gens qui l'ont fait d'ailleurs dans des vidéos qui étaient très bien. On ne va pas revenir là-dessus pendant 2 heures, parce qu'on pourrait débattre pendant 3 heures, en fait, des biais cognitifs à l'œuvre pendant une crise. Ah, c'est clair. Mais effectivement, ça je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus et j'avais discuté de ça avec une personne justement au séminaire de Gwendoline, justement autour de comment changer son corps, son rapport à l'alimentation, son rapport à comment développer son corps en fonction de ce qu'on mange, en fonction de son activité physique et plein de choses. Et si des personnes qui nous écoutent veulent aller plus loin, vous mettrez un lien en description pour retrouver ce que fait Raphaël et pour retrouver même d'autres sources parce qu'il y a un monde derrière ça en fait. Ah, carrément. Est-ce Je que suis tu pas je suis pas le plus expérimenté dans ce domaine-là. Tu as des gens aux États-Unis qui sont extrêmement compétents et qui justement font un super job, même s'ils sont pas scientifiques, ils font un super job de recherche, d'expérimentation sur eux-mêmes. Et je pense que c'est même là le plus intéressant dans le biohacking généralement, c'est que les mecs testent sur eux en premier et ensuite ils enseignent. Ce que fait Wim Hof d'ailleurs. Wim Hof et toute la clique Tim Ferriss, Dave Asprey, etc. Enfin, ils ont C'est tous ça, ouais. une chose sur eux-mêmes, c'est rigolo. Mm. Est-ce que tu pourrais te donner 3 tips actionnables, des trucs débutants pour des gens qui nous suivent, là, qui nous écoutent et qui pourraient mettre en place dès demain? Euh, pour mettre en place dans son quotidien, je vais juste dire ce que je fais en fait. Je fais du jeûne intermittent déjà. Donc je mange que sur des périodes de 12 heures à peu près. Ouais, pareil. Donc selon mon environnement, soit je mange pas le matin, soit je mange pas le soir. Il faut savoir que si vous mangez pas le soir, vous allez mieux dormir, vous allez mieux récupérer et vous allez vous réveiller le matin avec une patate de malade, quoi. Ça, c'est un fait. Si vous mangez pas le matin, vous allez ne pas avoir de digestion, donc vous allez aussi avoir plus d'énergie. Peut-être dans les premiers jours, ça va être difficile, mais c'est juste une question d'habitude. Et donc, c'est aussi bien. Derrière, il faut vraiment se jauger. Le deuxième chose, c'est faire des douches froides le matin au réveil. Ça permet de travailler cette variation entre hormèse, stress et homéostasie, repos, récupération. Et ça, c'est un truc que j'ai mis en place quand j'étais au Canada. Et t'imagines, l'eau froide au Canada, elle est très très froide. C'était l'eau qui venait des tuyaux de l'extérieur. C'était difficile, mais c'était incroyable. Incroyable. Et j'avais eu l'occasion d'ailleurs de courir sur un lac gelé à moins 25 degrés pendant 15 minutes. J'ai cru mourir ce jour-là. Je connaissais pas encore Wim Hof. Donc, je n'avais pas fait de préparation de respiration avant. Je m'étais pas du tout préparé, tu vois. Je me suis dit, c'est un truc qu'il faut que je fasse. Je sens que j'ai envie de le faire. Mais comme j'étais pas du tout préparé derrière, c'était assez dangereux pour le coup. Mais c'est cool de le faire. Après, c'est plus un truc que je suis en train de faire en termes de business en ce moment parce que tout ce que on a vu en fait juste avant, bah, c'est très neurosciences, très biohacking et tout ça. Mais l'objectif derrière, c'est que tous les entrepreneurs qui nous écoutent, ils puissent accéder à un potentiel, à leur plein potentiel, entre guillemets, à ce qu'on appelle l'effet limitless, comme dans le film. J'imagine que tu l'as vu, mais sans prendre la pilule. Et ça, c'est le plus important. Parce que derrière, si tu arrives à choper cette fluidité, cet alignement entre ton corps, ton mental et ton esprit,
toutes tes idées elles viennent et ta capacité à les mettre en application derrière, elle est décuplée. Et c'est ça qui est le plus important en fait quand tu es entrepreneur, c'est ta capacité à faire passer d'une idée à quelque chose de palpable, de matériel que tu as réalisé, de manière à faire avancer ton business, à avoir l'impact que tu souhaites, à aider les gens que tu veux aider et tout ça. Donc, entre guillemets, derrière le développement du business, du chiffre d'affaires, de l'argent, c'est une résultante. Mais ce n'est pas le focus qu'on met dans le travail. Parce que c'est un peu, c'est un petit peu comme si tu mets en avant une illusion, et donc les gens courent après l'illusion de l'argent, qui n'est pas du tout leur problème en fait. Ouais. Leur problème, c'est plus, OK, dans quel état tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es dans un état de ici et maintenant, ou est-ce que tu es dans une projection dans le futur? Parce que tu souhaites de l'argent ou parce que tu souhaites autre chose, mais donc tu n'es toujours pas là. Et si tu n'es toujours pas là, eh bien, tu es toujours dans un état d'attente. Donc tu es désaligné en fait. Mhm. Tu vois? Ton mental, il n'est pas là où est ton corps. Il est dans le futur, ou il est dans le passé à ressasser des situations qui t'ont traumatisé ou peu importe. Mais tant que tu n'es pas là ici et maintenant et que tu n'as pas cette capacité à être ancré, peu importe ce que tu as dans ton environnement matériel, eh bien, tu ne peux pas obtenir plus de choses. Et il y a cette citation-là qui vient de Kevin Trudeau, que j'aime beaucoup, qui est un de mes mentors, qui dit que lorsque l'attitude est bonne, les faits ne comptent pas. Mhm. Donc quand tu pousses à fond l'attitude, que tu fais vraiment les bonnes choses, derrière, il faut juste laisser du temps pour que le changement se fasse dans ton monde matériel. Et donc ça, c'est vraiment cette notion-là de regarde à quoi tu penses le plus souvent aujourd'hui. Est-ce que tu es dans un état où tu, tu as de bonnes émotions la plupart de ton temps? Ta balance émotionnelle, est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Est-ce que tu projettes trop souvent dans le futur par rapport à des choses que tu voudrais avoir? Ou est-ce que tu es vraiment déjà dans un état d'appréciation? Et si tu n'apprécies pas déjà ce que tu as aujourd'hui, tu ne peux pas en avoir plus. Parce Mhm. que la vie, elle ne va pas t'apporter quelque chose que tu n'es pas encore prêt à apprécier. Tant que tu ne sais pas apprécier ce que tu as déjà. Tu vois? Et donc, il y a cette notion-là déjà d'être présent. Ouais. Et le troisième truc, ce serait de se confronter un maximum à toutes ces peurs, d'en faire une liste. Et j'aime bien cette métaphore du buffet, où on a un buffet, la vie est un buffet, avec des aliments qu'on aime, des aliments qu'on n'aime pas. Si on n'a pas déjà goûté tous les aliments, on ne peut pas savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est la première partie, c'est se connaître. Derrière, quand on sait ce qu'on n'aime pas, il faut déjà définir pourquoi est-ce qu'on les aime pas. Est-ce qu'on en a peur? Et si on en a peur, eh bien, il faut se confronter à ces peurs de manière à ce qu'il y ait de plus en plus d'aliments sur le buffet qu'on aime. Parce que plus il y a d'aliments sur le buffet qu'on aime, et plus on élargit nos possibilités. Mhm. Et une fois qu'on fait ça, qu'on sait ce qu'on aime, qu'on sait ce dans quoi on est vraiment excellent, passionné, et dans lequel on a une fluidité qui vient naturellement, derrière, il faut tout déléguer en fait. Tout ce qui est à l'extérieur de ça, il faut faire en sorte de le déléguer. Et je sais, d'ailleurs, je ne connais pas trop ton avis là-dessus, mais je sais qu'il y en a qui disent que l'équipe, ça vient dans un second temps, une fois que tu as le budget, etc. Pour avoir travaillé plutôt dans le monde startup, l'équipe, ça vient au début. Parce que sinon, toi, ton job de CEO, tu ne peux pas le faire. Si tu es en train de faire le marketing, de travailler sur le produit, de travailler sur tout ça, tu ne peux pas le faire. Moi, mon propos là-dessus, si tu veux, c'est que les coachs que j'accompagne, Mm. la spécialité, c'est de coacher, c'est d'aider les autres. Donc, en fait, au tout début, quand ils se lancent, non, ils ne peuvent pas recruter toute une équipe, etc. Peut-être qu'ils n'ont pas envie d'être à la tête de 10 personnes, ça les fait chier. Ce qu'on va Ouais. faire, c'est qu'on va regarder ce qu'ils aiment. On va mettre 90% de ça dans leur journée. Et en fait, le reste, le système, si tu veux, on leur met des trucs simplifiés à l'extrême qui soient actionnables en 3 boutons sans trop réfléchir et sans trop galérer. euh, pour que même ce qu'ils croient au début ne pas aimer, ce qui peut changer ensuite, hein, ils en aient très 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 peu à faire. Et en fait, Mm. concrètement, ils remplissent leur journée de choses qu'ils adorent, ils font très très peu de ce qui est moyen, et on trouve des moyens d'automatiser et de changer ce qu'ils détestent, qu'ils n'aient plus jamais à le faire. Mm. En fait, c'est se concentrer, pareil, c'est ce que tu dis, sur ce que tu aimes, ce dans quoi tu es bon, ce pourquoi tu es fait. Et Mm. c'est justement tout mon propos ces derniers temps, où je suis en train de défoncer un petit peu le modèle pub, tunnel de vente, webinaire, Lamborghini, là. Très bien, je ne dis pas qu'il ne marche pas financièrement. Ça tient debout, ça fonctionne. Et on connaît des gens qui ont eu des gros succès avec ça. Je dis juste, si tu es coach et que ton métier c'est de coacher et que tu veux être coach et que tu veux être un artisan du coaching et même bien gagner ta vie avec ça, hein, Mm. tu ne seras pas forcément épanoui avec un business à 2 millions d'euros par an et avec une équipe de 15 personnes à gérer et des automatisations et des pubs et des machins. Et si tu délègues tout
Tu dois gérer des humains. Si tu ne délègues pas, tu dois le faire toi-même. Donc, dans tous les cas, ton métier de coach, il disparaît. Hmm. Et c'est ça mon propos, c'est arrêter de vendre aux gens quelque chose qu'ils ne veulent peut-être pas. Ouais. C'est vrai que pour les coachs, du coup, si tu te spécialises là-dessus, c'est vraiment très pertinent. Ouais. C'est vrai que cet aspect-là, équipe, c'est plus pour des gens qui ne se voient pas forcément comme des coachs, mais plus qui veulent développer un gros business. Des CEO, Hmm. des chefs d'entreprise, des porteurs de projets. Et dans ce Ouais. cas-là, avoir une équipe, déléguer des process, être en hyper-croissance, etc. Oui, très bien. Hmm. J'ai travaillé dans le monde corporate, dans le monde des startups et tout. Je suis tout à fait d'accord avec ce modèle. Moi, mon propos, c'est de dire pour les coachs, ce n'est pas forcément le modèle idéal. Il y en a à qui ça plaira très bien. Il y a assez de gens qui l'enseignent, c'est pas moi. Hmm. Puis tu n'as pas besoin forcément de tout ce côté-là complexe et marketing pour trouver des clients. Donc, Ça dépend à quelle hauteur tu veux vivre aussi, tu vois. Et si tu me dis que hmm. tu veux être coach et faire 100 000 par mois, ouais, il y a un moment, il faut mettre des systèmes en place. Tu me dis que tu veux gagner 5-6 000 euros par mois, bien gagner ta vie et faire le métier que tu aimes. Non, il n'y a pas besoin. Il y a besoin de se faire chier avec des trucs aussi compliqués que ça, qui ne sont pas ton job, qui ne sont pas ton cœur de métier, que tu n'aimes pas forcément, qui vont coûter cher à extérioriser, etc. Enfin, bref, c'est un autre Ouais. sujet. On va arriver tout doucement aux petites questions de fin que j'aime bien. La première, c'est si tu devais te retrouver seul sur une île déserte avec un livre, tu emmènes lequel? Un livre. Ah, elle fait chier tout le monde cette question. T'imagines, je lis beaucoup, beaucoup. Hein. Donc, un livre, qu'est-ce que je prendrais? C'est dur. Je suis en train de regarder ma pile de livres. Qu'est-ce que je prendrais? Euh, c'est, c'est très dur. Alors, je pense que je prendrais Les lois du succès en 16 leçons D'accord. de Napoleon Hill. Parce que je ne l'ai pas lu et ça fait longtemps que je dois le lire. Et je sais ce livre détient l'essence de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Mhm. Alors je prendrais ça. Mais pour te dire, je serais très triste si je devais avoir qu'un livre. Bon, je lis un livre par semaine en moyenne. Si Ouais, voilà, je pleure, moi. Ouais, ok. Deuxième question. Si aujourd'hui tu devais recommencer ton business complètement à zéro, c'est-à-dire qu'on enlève tout, mais tu gardes tes connaissances, tu dois le remonter de la même façon. Est-ce que tu refais pareil? Est-ce que tu fais différemment? Par quoi tu commences? Qu'est-ce que tu fais? Hmm. Bah, je suis quand même pas mal au début, donc je suis assez flexible dans la façon dont je peux faire évoluer mon business. C'est un peu ce que je suis en train de faire maintenant, c'est recruter l'équipe avant même d'avoir un gros business Mhm. ou de pouvoir même payer l'équipe pour déléguer. Parce que le pire, c'est quand tu fais un truc qui est pas ta zone de génie, tu vois. Ouais. Moi, typiquement, je suis pas monteur vidéo, je suis pas marketeur, je suis pas tout ça. Mhm. Moi, il faut que je puisse coacher, que je puisse apporter de la valeur en vidéo, mais derrière que je puisse déléguer tout ça. Mhm. Donc, je, je travaillerai déjà sur moi, ma clarté, avoir une extrême clarté sur ce que je veux à long terme, de manière à ce que ma stratégie dès aujourd'hui soit alignée avec ça. Et comme moi, d'ici 5 ans, je veux faire cette transition entre l'accompagnement en neurosciences de manière très classique et le développement de neurotechnologie, un Mhm. peu comme ce que fait Elon Musk, c'est un exemple qui parle bien en général, ben, je suis en train de recruter une équipe déjà, dès aujourd'hui. Mais le plus difficile, c'est réussir à partager ta vision de manière à inspirer ces gens-là qu'ils aient envie de travailler avec toi, même si au tout début, c'est pas le côté financier qui va les attirer. Bien sûr. Parce que si tu peux pas les payer le premier mois, il faut qu'ils soient inspirés par la vision et qu'ils aient envie de participer à ça, quoi. Complètement. Donc, ouais, je monterai une équipe en sachant déjà exactement ce que je veux dans le futur, à long terme, et puis je commencerai à faire du réseau à mort, quoi. Mhm. Le réseau, c'est super, super important. Mm. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, ça, tu peux pas prêcher quelqu'un de plus convaincu que moi sur ce sujet-là. C'est clair. Si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent sur ce que tu veux, tu leur dirais quoi? Mm. Connais-toi toi-même avant toute chose. Parce que C'est du moment que tu te connais toi-même, tu sais vraiment qui tu es en profondeur, tu vois. Pas juste qui tu es dans ton environnement, ton éducation et tout, mais qui tu es en profondeur. Et que tu as une sorte de relation amoureuse avec toi-même, derrière, tu peux tout faire.
Tu peux tout faire. Et tu as besoin de rien, en fait. Donc, tu peux tout avoir. Génial. Où est-ce qu'on te retrouve pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bah, écoute, sur presque tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je suis pas mal actif sur Instagram. Ok, Et puis j'ai YouTube aussi. LinkedIn de temps en temps, mais surtout Facebook, Instagram et YouTube. ok, bah on mettra tous les Donc liens. vous tapez Raphaël Certain, comme l'adjectif, On certain, mettra les liens en dessous, t'inquiète pas. ça marche. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien, Raphaël. Merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. Merci à toi. Merci pour ton temps, merci pour ton éclairage sur plein de sujets qui ne sont pas forcément des sujets communs, qui ne sont pas forcément des sujets faciles à aborder, mais que tu as su nous vulgariser quand même plutôt très bien. Hein, parce que bon, moi j'ai la Mm. chance de connaître le sujet, mais c'est vrai que c'est de le voir expliqué différemment par quelqu'un dont c'est le métier. C'était intéressant. Merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. Je suis sûr que vous avez appris beaucoup de choses qui avaient beaucoup de valeur. Limite, il faudrait écouter cet entretien plusieurs fois pour vraiment tout capter ou prendre des notes. N'hésitez pas à faire, comme on le dit après chaque vidéo, le pouce, les commentaires et partager, les trucs comme ça. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Bye. Ciao, à bientôt.